Quand mon fils m'a annoncé que je ne serais pas le bienvenu chez lui pour Noël, j'ai souri, je suis monté dans ma voiture et j'ai passé un coup de fil. Au Nouvel An, j'avais mis fin à leur paiement d'hypothèque. Et ce n'était que le début de mon plan. La justice devait être rendue, et l'arrogance devait être punie. Vous n'allez pas croire ce que j'ai fait ensuite. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Je pourrais faire mon fameux chapon de Noël cette année, dis-je, m'enfonçant un peu plus dans le fauteuil en cuir de Nicolas. La farce au marron que ta mère aimait tant. Tu te souviens, elle disait toujours qu'elle était meilleure que celle de sa propre grand-mère? Les mots flottaient dans l'air chaud entre nous, se mêlant à l'odeur des bougies coûteuses au parfum de vanille de Chloé, une senteur si opulente et artificielle qu'elle semblait absorber toute l'honnêteté de la pièce. Nicolas s'est agité à côté de moi, son alliance captant la lumière vacillante du sapin de Noël de 4 mètres qui trônait dans le salon. Quelque chose dans sa posture a changé, ses épaules se sont contractées comme s'il se préparait à un impact imminent. Papa, malheureusement, tu ne seras pas le bienvenu ici pour Noël. Ces mots m'ont frappé avec la force d'un poing. J'ai cligné des yeux, certain d'avoir mal entendu. L'espace d'un instant, le monde s'est tu, seul le crépitement du feu dans la cheminée monumentale, une autre de mes contributions, brisait le silence. Que veux-tu dire? Pourquoi ne serais-je pas le bienvenu? Nicolas ne pouvait pas me regarder dans les yeux, son regard fixé sur la table basse en marbre, celle que je l'avais aidé à choisir au printemps dernier quand Chloé avait décrété que leurs anciens meubles n'étaient pas assez représentatifs. Les parents de Chloé viennent, et ils préféreraient que tu ne sois pas là. Mes mains sont devenues glaciales, le sang semblant se retirer de mes extrémités. Ils préféreraient. Ce sera plus simple comme ça, papa. Tu sais à quel point sa famille est attachée aux traditions. Ils ont leur propre façon de faire les choses. Sa voix s'est éteinte à chaque mot, comme s'il se recroquevillait sur lui-même, devenant plus petit à chaque syllabe prononcée. J'ai balayé du regard le salon, les rideaux de soie que j'avais payés quand Chloé s'était plainte du manque d'intimité, le parquet en chêne massif issu de mon deuxième prêt hypothécaire, les moulures au plafond qui avaient poussé ma carte de crédit à sa limite absolue. Chaque recoin de cette belle maison de campagne portait mon empreinte, le sceau de mes sacrifices, la preuve tangible de l'amour que je portais à mon fils unique. Leur propre façon de faire, ai-je répété lentement, chaque mot pesant une tonne. Et quelle est cette façon, Nicolas? Il a évité mon regard, ses yeux fuyant vers la cuisine. Papa, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. À travers l'arche de la cuisine, je pouvais voir le nouveau robot KitchenAid de Chloé, le modèle professionnel dont elle avait insisté avoir besoin pour sa période des douceurs de Noël, qui durait exactement 3 semaines par an. 2000 € de mon argent trônaient là, probablement utilisé 2 fois depuis octobre. Alors, où suis-je censé passer Noël? La question est sortie plus faible que je ne l'avais prévu, une fissure dans mon armure de calme. Le visage de Nicolas s'est décomposé, une lueur de panique dans ses yeux. Peut-être que tu pourrais aller voir tante Janine, ou alors on pourrait faire quelque chose le week-end suivant. Le week-end suivant. Comme si Noël était un simple rendez-vous que l'on pouvait reporter pour convenance personnelle. Je me suis levé, mes genoux protestant après 8 années à porter ce fardeau seul. Je comprends. Papa. Attends. Mais j'étais déjà en route vers la porte, passant devant les photos de famille où mon visage devenait de plus en plus petit et distant à chaque cadre, devant le placard à manteau qui contenait la collection de vestes de Chloé. Ma main a trouvé la poignée de porte, solide et froide sous ma paume. Mon fils, ai-je dit sans me retourner. Souhaite un joyeux Noël aux parents de Chloé de ma part. L'air de décembre m'a giflé le visage alors que je me dirigeais vers ma vieille Citroën 2CV. Derrière moi, j'ai entendu Nicolas appeler mon nom une fois, puis le son feutré de la porte qui se referme. Absolu, final. Je suis resté assis sur le siège du conducteur un moment, le moteur éteint, regardant les lumières de Noël scintiller aux fenêtres des maisons où je ne serais jamais le bienvenu. Mon téléphone a vibré, probablement Nicolas cherchant à apaiser la situation avec des promesses creuses et un remords de façade. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tourné la clé et je me suis enfoncé dans l'obscurité, laissant derrière moi la lueur chaude de la maison que j'avais achetée, mais qui ne serait jamais la mienne. Le chauffage de la 2CV ronronnait, luttant contre le froid de décembre alors que je naviguais dans les rues familières de mon petit village de Provence pour rentrer chez moi. Les collines environnantes se déployaient autour de moi,
chaque virage abritant des souvenirs de l'homme que j'avais été, celui qui croyait que la famille était tout, celui qui aurait donné son dernier sou pour voir son fils sourire. Cet homme était un imbécile. Je me suis arrêté à un feu rouge à l'intersection de la rue du Four et de la Grande Rue, observant un jeune père charger des cadeaux de Noël dans sa familiale. Ses enfants pressaient leur visage contre les vitres, leur souffle embuant le verre d'excitation. Il fut un temps où c'était Nicolas et moi. Avant Chloé, avant que je ne devienne rien de plus qu'un distributeur de billets ambulant avec des émotions importunes. Les chiffres ont commencé à défiler dans ma tête comme une machine à sous détraquer. 2800 € par mois pendant 5 ans. Mon cerveau avait renoncé à essayer de comprendre le printemps dernier quand j'avais finalement fait le total. 140 000 €. Plus d'argent que Monique et moi avions mis de côté pour toute notre retraite. Parti. Simplement parti. J'ai appuyé sur l'accélérateur plus fort que nécessaire lorsque le feu est passé au vert. La vieille voiture a répondu par un grognement qui correspondait à mon humeur. Rue de la République. C'est là que j'avais refinancé ma maison. Notre maison, celle de Monique et moi, pour couvrir le rapport. Le conseiller en prêt m'avait regardé avec une pitié que je n'avais pas reconnue à l'époque. Monsieur Dubois, êtes-vous sûr de cela? Vous mettez beaucoup de risques dans l'investissement de quelqu'un d'autre. L'investissement de quelqu'un d'autre. Pas l'avenir de mon fils, pas la sécurité de ma famille. L'investissement de quelqu'un d'autre. Rue Victor Hugo, la banque où j'avais pris une deuxième hypothèque quand Nicolas avait perdu son emploi il y a 2 ans. C'est juste temporaire, papa. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Chloé se tenait derrière lui, son sac à main à 700 € en bandoulière, hochant la tête avec sympathie tout en calculant mentalement ce que valait mon désespoir. Rien. Il s'est avéré que mon désespoir ne valait rien pour eux. Je me suis garé dans mon allée, celle dont le béton fissuré n'avait pas les moyens d'être réparé parce que chaque centime supplémentaire disparaissait dans leur fantasme de perfection en maison de campagne. La lumière du porche clignotait, une autre réparation que j'avais reportée. À l'intérieur, la maison semblait vide sans le rire de Monique, sans la chaleur des réunions de famille qui n'auraient plus jamais lieu. Mon téléphone a sonné alors que je cherchais mes clés, le son strident résonnant contre les murs nus. Le nom de Chloé clignotait sur l'écran, voulant probablement expliquer pourquoi je n'étais pas assez bien pour les sensibilités raffinées de ses parents. Un timing parfait. J'attendais cette conversation depuis 5 ans. J'ai répondu à la 4e sonnerie, la laissant attendre juste assez longtemps pour qu'elle se demande si j'allais décrocher. Jean. La voix de Chloé était faussement douce, le même ton qu'elle utilisait quand elle me demandait de régler leurs factures d'eau ou leurs impôts fonciers. J'ai entendu parler du petit malentendu avec Nicolas. Malentendu? Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, toujours avec mon manteau. Je ne pense pas qu'il y ait eu de malentendu, Chloé. Tu as été parfaitement clair sur ma position. Écoute, je sais que ça peut paraître dur, mais tu dois comprendre le point de vue de mes parents. Ce sont des gens très traditionnels. Ils s'attendent à une certaine atmosphère pendant les fêtes. Une certaine atmosphère, ai-je répété. Et quelle serait cette atmosphère? Une pause. Je pouvais entendre le bruissement de sacs de course en arrière-plan. Probablement en train de dépenser l'argent qui aurait dû aller à leur hypothèque. L'argent qui était, apparemment, ma responsabilité. Eh bien, ils ne sont pas habitués à ton genre de cuisine. Toute cette nourriture épicée et la musique forte. Et pour être honnête, Jean, ce sont des gens cultivés. Ils s'attendent à des conversations sur l'actualité, la littérature, les arts, tu sais. Les mots ont frappé plus fort qu'un coup physique. 8 ans à me mordre la langue, à ravaler les insultes pour Nicolas, à prétendre ne pas remarquer la façon dont elle me regardait comme si j'étais une sorte de personnel engagé. Mon genre de cuisine. Ma voix est restée calme, contrôlée. Tu veux parler du bœuf bourguignon que tu aimais tant et que tu as mangé tous les dimanches pendant 3 ans quand l'argent était rare? Celui que tu disais te rappelait ta grand-mère? C'était différent. Nous étions reconnaissants à l'époque, mais maintenant avec mes parents. Maintenant avec tes parents, tu ne peux pas avoir le paysan provençal qui te fait honte à ta table chic. La douceur feinte s'est évaporée. Ne sois pas si dramatique, Jean. Il ne s'agit pas de race. Il s'agit de classe. Mon père est diplômé avec mention d'une grande école de commerce parisienne. Ma mère parle 4 langues.
Ils passent leurs étés sur la Côte d'Azur. Que vas-tu apporter exactement à la conversation du dîner? Des histoires sur la pose de carrelage. Le feu de la colère a déferlé dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix stable. J'ai bâti une entreprise à partir de rien après le décès de ton grand-père. J'ai employé plus de 50 personnes. J'ai payé plus d'impôts que ton père n'a gagné dans sa meilleure année. L'argent n'est pas tout, Jean. Le pédigré compte. L'éducation compte. Et honnêtement, Monique comprenait mieux sa place que toi. La ligne est devenue complètement silencieuse. Elle avait franchi une ligne. Une ligne que je ne savais même pas exister jusqu'à ce qu'elle la piétine avec ses talons de créateur. Qu'est-ce que tu viens de dire à propos de ma femme? Je dis juste qu'elle savait mieux s'intégrer. Elle ne faisait pas de vagues. Elle comprenait que certains espaces n'étaient pas pour elle. Ma main s'est resserrée sur le téléphone jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Monique avait plus de classe dans son petit doigt que toute ta lignée. Oh, s'il te plaît. C'était une femme de ménage qui a eu de la chance. Au moins, elle avait le bon sens de se taire à ce sujet. Chloé. Ma voix s'est abaissée en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Je veux que tu écoutes très attentivement. Cette conversation est terminée. Tu ne peux pas juste, nous avons terminé, ai-je répété, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone doucement sur le comptoir, ma main soudainement stable. Autour de moi, la cuisine semblait différente, plus petite, mais en quelque sorte plus propre, comme si un poids avait été levé de l'air. Je suis allé au bureau dans le coin, sortant le dossier en carton jaune que j'évitais depuis des mois. Relevé bancaire, papier d'hypothèque, 5 ans de virements automatiques qui m'avaient vidé pendant qu'ils vivaient comme des rois. Il était temps d'arrêter l'hémorragie. Les documents étaient étalés sur ma table de cuisine comme des preuves sur une scène de crime. 5 ans de relevés bancaires, chacun montrant le même virement automatique. 2800 € le 15 de chaque mois, disparaissant de mon compte pour aller sur le leur, une trace écrite de ma propre folie. J'ai sorti ma calculatrice et j'ai commencé à additionner. Première année, 33 600. Deuxième année, 33 600 de plus. La troisième année, j'avais arrêté d'acheter de nouveaux vêtements pour moi. La quatrième année, j'avais commencé à faire mes courses dans des magasins à bas prix. Cette année, la cinquième, je mangeais un simple jambon fromage pour le déjeuner pour joindre les deux bouts. 168 000 €. Sans compter l'apport, sans compter les fois où j'ai payé leurs factures quand la dépendance au shopping de Chloé est devenue incontrôlable. Sans compter le nouveau toit, l'aménagement paysager, les meubles qui étaient essentiels à leur style de vie. Je me suis adossé à ma chaise, fixant les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. L'assurance vie de Monique, mes économies pour la retraite, le fonds universitaire que nous avions commencé pour les petits-enfants que je ne serais apparemment jamais autorisé à voir. Tout était parti. Versé dans une maison où je n'étais pas le bienvenu pour le dîner de Noël. J'ai pris mon téléphone, parcouru mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de ma banque. Le système automatisé m'a offert des options en français. Quelle prévenance! Si accommodant pour les gens comme moi. Service client. Ici Manon. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois annuler un virement automatique, ai-je dit, ma voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. Certainement, monsieur. J'aurai besoin de votre numéro de compte et de quelques informations de vérification. J'ai récité les chiffres, l'écoutant taper en arrière-plan. Professionnel, efficace, sans jugement sur la raison pour laquelle un homme de 62 ans annulait les paiements de ce qui était probablement l'hypothèque de son fils. Je vois le virement auquel vous faites référence, monsieur Dubois. 2800 € mensuels au Crédit Agricole. Compte se terminant par 7423. Depuis combien de temps effectuez-vous ce virement? 5 ans. Les mots avaient un goût amer. Et vous souhaitez l'annuler avec effet immédiat. J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine, les appareils démodés que je ne pouvais pas me permettre de remplacer, les murs qui avaient besoin d'être repeints, les fenêtres qui laissaient passer l'air froid parce que j'avais dépensé l'argent de la rénovation de ma maison pour le château de quelqu'un d'autre. Avec effet immédiat, ai-je confirmé. C'est fait. Le virement a été annulé. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, ai-je dit, surpris moi-même de la qualité de ce mot. Non, c'est tout.
J'ai raccroché et je suis resté assis dans le silence soudain de ma maison. Dehors, la nuit de décembre s'installait sur le village provençal. Des lumières de Noël scintillaient aux fenêtres où les familles se réunissaient sans condition, sans jugement, sans avoir à cacher qui elles étaient. Pour la première fois en 5 ans, le budget du mois prochain serait équilibré. Pour la première fois depuis la mort de Monique, je pouvais me permettre de réparer la lumière du porche, d'acheter de la bonne nourriture, peut-être même de prendre des vacances. J'ai rassemblé les relevés bancaires, les papiers d'hypothèque, toutes les preuves de ma générosité. Puis, je suis allé à ma cheminée, j'ai craqué une allumette et j'ai regardé 5 ans de servitude se transformer en cendres. La chaleur du feu sur mon visage était plus réconfortante que tout ce que j'avais ressenti depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto, probablement Nicolas voulant s'excuser, ou Chloé, ayant besoin d'argent pour quelque chose d'essentiel, comme de nouveaux coussins décoratifs. Je ne l'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis versé un bon whisky, la bouteille que j'avais gardée pour une occasion spéciale qui ne semblait jamais arriver. Ce soir semblait assez spécial. J'ai levé mon verre à la pièce vide, à la photo de Monique sur le manteau de la cheminée, à l'homme que j'avais été et à l'homme que je devenais. Joyeux Noël à moi, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Le lendemain matin est arrivé, clair et vif, le soleil de décembre se déversant par la fenêtre de la cuisine alors que je sirotais mon deuxième café. Pour la première fois depuis des années, je ne calculais pas combien d'argent allait disparaître de mon compte dans 3 jours. La liberté avait un goût encore meilleur que le bon café torréfié artisanalement que je m'étais enfin autorisé à acheter. Mon téléphone a sonné à 10h47 précise. Le nom de Chloé clignotait sur l'écran comme une étiquette d'avertissement. Jean. Sa voix portait ce ton familier d'impatience à peine voilé. J'ai besoin que tu ailles chercher mes parents à l'aéroport de Marseille-Provence. Leur vol de Bordeaux arrive à 14h. J'ai posé ma tasse avec précaution, regardant la vapeur monter en spirale vers le plafond. Chloé, as-tu oublié notre conversation d'hier? Écoute, peu importe ce que c'était, nous devons nous concentrer sur les questions pratiques maintenant. Mes parents ont besoin qu'on vienne les chercher, et tu es le seul à avoir du temps dans la journée. L'audace était à couper le souffle. Moins de 24 heures après m'avoir dit que je n'étais pas digne de partager le dîner de Noël avec sa famille, elle s'attendait à ce que je joue leur chauffeur personnel. Et tu me le demandes parce que... Parce que c'est ce que fait la famille, Jean. Ils s'entraident. Sa voix était tranchante d'agacement. Et puis, soyons honnêtes. Tu ne fais pas le poids contre moi. Tu es trop faible pour être mon ennemi. Alors, monte simplement dans ta voiture et va les chercher. C'était là, l'insulte finale enveloppée dans un ordre. Quelle compagnie aérienne? Ai-je demandé doucement. Air France vol 447. Ils seront au carrousel à bagages numéro 3. Et Jean, ils s'attendent à ce que quelqu'un puisse manipuler correctement leurs bagages. Ne nous fais pas honte. Je pouvais entendre ses ongles taper sur quelque chose de dur. Probablement son comptoir en granit, celui que j'avais payé quand elle avait décidé que le stratifié ne convenait pas à ses dîners. Bien sûr, ai-je dit, je m'occuperai de tout. Bien. Aimer quelque chose de décent. Peut-être la chemise bleue que tu portais à la remise des diplômes de Nicolas. Il remarque ce genre de choses. La ligne est devenue silencieuse. Elle n'a même pas dit merci. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran vide de mon téléphone. 14h, vol 447, récupération des bagages, carrousel 3. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge murale au-dessus de l'évier. 10h52. Largement le temps. J'ai versé une autre tasse de café, ajouté une cuillère de sucre et ouvert le journal de la veille aux mots croisés que je n'avais pas terminé. C'est horizontal. Satisfaction différée. 12 lettres. La réponse finirait par me venir. À 14h15, j'étais installé dans mon fauteuil préféré avec une tasse de thé Earl Grey fraîchement infusée et l'édition du dimanche de la Provence. Les mots croisés d'hier reposaient, terminés, sur ma table basse. Satisfaction différée était, ajournement. Mon téléphone a vibré sur la surface en bois. Le nom de Chloé est réapparu. Je l'ai laissé sonner. Le soleil de décembre filtrait à travers la fenêtre de mon salon, réchauffant l'espace où j'avais passé tant de soirées solitaires à compter le coût de ma générosité. Aujourd'hui, le silence était différent. Mérité,
intentionnel. 14h47. Le téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, je pouvais voir un aperçu de son message. Papa, où es-tu? Mes parents sont. J'ai retourné le téléphone et je suis passé à la section des sports. Notre équipe de foot locale avait encore perdu. Certaines choses ne changent jamais. À 15h30, mon téléphone avait vibré 6 fois. J'avais fini le journal, préparé une deuxième théière et commencé à organiser le tiroir fourre-tout de mon bureau de cuisine. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on ne se précipite pas pour servir des gens qui vous considèrent comme leur porteur personnel. Le 7e appel est arrivé à 15h45. Au lieu du nom de Chloé, j'ai vu un numéro inconnu. Probablement ses parents empruntant le téléphone de quelqu'un à l'aéroport. Je l'ai laissé sonner aussi. Dehors, un voisin accrochait des guirlandes de Noël sur son porche. Ses enfants couraient dans la cour avec l'énergie frénétique que seuls les après-midi de décembre peuvent apporter. Des familles normales faisant des choses normales. Personne n'était coincé nulle part, attendant quelqu'un qui n'arriverait jamais. 16h15. Mon téléphone a commencé à sonner et n'a pas arrêté. Chloé, puis le numéro inconnu, puis à nouveau Chloé. La vibration est devenue constante, comme un bourdon furieux piégé contre une vitre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai débranché mon téléphone fixe du mur. Puis j'ai complètement éteint mon portable. Silence total. Je me suis préparé un croque-monsieur et j'ai réchauffé une conserve de soupe de légumes, la nourriture réconfortante que je ne m'étais pas permise depuis des mois, car chaque euro d'épicerie était allé à joindre les deux bouts tout en subventionnant leur style de vie. Le fromage était parfaitement fondu et doré. La soupe fumait dans ma tasse préférée. Dehors, le soleil d'hiver avait commencé à se coucher, projetant de longues ombres sur mon jardin. Quelque part de l'autre côté du village, 3 personnes se tenaient probablement dans un hall d'aéroport, se disputant sur le prix d'un taxi, et se demandant comment leur serviteur personnel avait eu l'audace de les laisser en plan. Cette pensée a rendu ma soupe encore meilleure. À 17h, j'avais dîné, vidé mon lave-vaisselle et je réfléchissais au film que j'allais regarder. Cela faisait des années que je n'avais pas eu une soirée entière pour moi sans me soucier des appels d'urgence pour de l'argent ou des faveurs de dernière minute. J'allais prendre la télécommande quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte d'entrée. Pas frapper, marteler, le genre de coups agressifs qui font vibrer le cadre de la porte et annoncent une rage pure. J'ai posé mon thé et je me suis dirigé lentement vers le bruit, sachant déjà exactement qui j'allais trouver de l'autre côté. Les coups se sont intensifiés à mesure que je m'approchais de la porte, chaque impact plus violent que le précédent. À travers le judas, je pouvais voir 3 silhouettes entassées sur mon petit porche comme des loups encerclant leur proie. J'ai ouvert la porte pour trouver le visage empourpré de Pierre Martin à quelques centimètres du mien. « Qu'est-ce qui vous a pris, bon sang ?» a-t-il hurlé, me bousculant pour entrer dans le salon sans y être invité. On a attendu dans cet aéroport maudit pendant plus de 3 heures. Marie l'a suivi, sa coiffure habituellement impeccable en désordre, ses lèvres pincées en une fine ligne de pur vitriol. C'est un comportement absolument inacceptable de la part d'un homme de votre âge, Jean. Complètement barbare. Chloé est entrée en dernier, son manteau de créateur froissé, son maquillage coulant. Tu nous as humiliés. Tu sais ce que tu as fait? Mes parents ont dû prendre un taxi à 40 € parce que tu as décidé de faire une crise de nerfs. Ma voix a tranché leur cœur de fureur comme une lame dans de la soie. Dehors. Ils se sont arrêtés au milieu de leur tirade, choqués par la dureté de mon ton. Pardon? Le visage de Pierre est passé du rouge au violet. Vous n'êtes pas en position de faire des demandes ici, mon vieux. Pas après ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ma maison, ai-je dit doucement, sans bouger de ma position près de la porte. Et je veux que vous sortiez maintenant. Marie s'est avancée, sa voix dégoulinant de la condescendance qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies à mépriser les gens comme moi. Jean, vous ne comprenez manifestement pas la gravité de votre erreur. Mon mari a des relations dans toute cette région. Des relations d'affaires, des relations sociales. Vous ne pouvez pas traiter des gens comme nous de cette manière et vous attendre à. C'est une leçon pour vous, les jeux interrompus, la regardant droit dans les yeux. Une leçon sur l'arrogance démesurée et la façon dont vous traitez mal les gens que vous considérez comme inférieurs. La bouche de Chloé s'est ouverte. Une leçon? Pour qui te prends-tu pour donner des leçons à qui que ce soit? Tu n'es personne. Tu es un.
Je suis un homme qui a finalement cessé d'être votre banque personnelle et votre service de taxi. Je me suis écarté et j'ai tenu la porte plus grande ouverte. La leçon est terminée. Vous pouvez partir. Pierre a pointé un doigt vers ma poitrine, mais n'a pas osé me toucher. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vieil homme. Je suis dans cette région depuis plus longtemps que vous ne respirez son air. Je connais des gens importants, qui peuvent vous rendre la vie très, très difficile. Est-ce une menace, monsieur Martin? C'est une promesse. Sa voix s'est abaissée en un murmure menaçant. Vous pensez qu'abandonner des personnes âgées à l'aéroport est quelque chose que vous pouvez faire sans conséquence? Vous allez apprendre à quel point vous vous trompez. Marie a hoché la tête, son sourire aussi tranchant qu'un coupe-vert. En effet, les actions ont des conséquences, Jean, et les vôtres seront plutôt publiques. Chloé a attrapé le bras de son père. Papa, allons-y. Ce vieil homme pathétique ne vaut pas notre temps. Ils sont sortis de ma maison comme une armée en déroute, mais Pierre s'est retourné sur le seuil. Vous le regretterez, a-t-il dit. J'en fais mon affaire. J'ai refermé la porte derrière eux et j'ai verrouillé le loquet avec un clic satisfaisant. Par la fenêtre, je les ai regardés s'entasser dans leur voiture de location, se disputant encore entre eux alors qu'ils s'éloignaient dans la nuit de décembre. La maison semblait plus propre après leur départ, comme si leur présence avait laissé une tache qui venait d'être effacée, mais leurs mots d'adieu résonnaient dans le silence soudain. Conséquences publiques, gens importants, relations. Je suis retourné dans le salon et j'ai repris ma tasse de thé, encore chaude dans la tasse. Pour la première fois dans toute cette affaire, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'anxiété. Mais elle a été submergée par quelque chose de bien plus puissant. L'anticipation. 3 jours plus tard, je savourais mon café du matin et parcourais la Provence quand mon propre visage m'a dévisagé depuis la page 3. Le titre disait « Un homme d'affaires provençal abandonne un couple de personnes âgées à l'aéroport en pleine tempête des fêtes ». Ma main s'est figée autour de ma tasse de café. J'étais là, en noir et blanc, une vieille photo du site web de mon entreprise, datant probablement de 5 ans. En dessous, une histoire qui m'a glacé le sang et fait bouillir de rage à parts égales. Pierre et Marie Martin, en visite chez leur fille pour Noël, se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Marseille-Provence pendant plus de 4 heures dimanche lorsque le membre de la famille Jean Dubois n'est pas venu les chercher comme convenu. Le couple, tous deux à la fin de la cinquantaine, a attendu dans des températures glaciales alors qu'une alerte à la tempête hivernale était émise pour la région. Une alerte à la tempête hivernale. Il faisait 11 degrés Celsius et le temps était ensoleillé. Nous n'arrivions pas à croire que quelqu'un nous abandonnerait comme ça, a déclaré Pierre Martin, un directeur de banque à la retraite. Nous avons appelé à plusieurs reprises, mais M. Dubois n'a jamais répondu à son téléphone. Nous avons été forcés de prendre un taxi coûteux dans des conditions météorologiques dangereuses. À notre âge, ce genre de traitement n'est pas seulement inconsidéré, il est dangereux. L'article continuait avec des citations sur mon comportement erratique et des préoccupations concernant mon état mental. Pierre s'était peint, lui et Marie, comme des victimes impuissantes d'un vieil homme méchant qui avait soudainement craqué sans provocation. Aucune mention du refus du dîner de Noël, aucun contexte sur la demande de Chloé ou les 5 années d'exploitation financière. Juste moi, le méchant qui avait abandonné de pauvres voyageurs âgés dans un blizzard qui n'existait que dans l'imagination de Pierre. J'ai posé mon café et j'ai relu l'article lentement, puis une 3e fois. La signature appartenait à une certaine Valérie Dubois, rédactrice en chef du service Art de Vivre. Je ne reconnaissais pas le nom, mais je reconnaissais la stratégie. Pierre avait passé un coup de fil, utilisant ses relations bancaires pour faire placer cette histoire exactement là où elle causerait le maximum de dommages à ma réputation. Intelligent. Très intelligent. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai ressenti un respect réticent pour mes adversaires. Ils n'étaient pas seulement des enfants riches qui faisaient des caprices. C'étaient des stratèges, calculateurs. Ils comprenaient que dans une petite communauté comme la nôtre en Provence, la réputation